Bonjour, camarade Mourad Kishar. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur et un grand plaisir toujours de te recevoir. Merci également de m'accueillir comme vous le faites à chaque fois. Je suis toujours extrêmement sensible à la fois à ces invitations et puis à l'intérêt que peut susciter la politique française de par un certain nombre de pays qui reçoivent cette information depuis Genève et depuis Paris. Vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup. Camarade Mourad Kishar, la situation politique et institutionnelle en France interroge beaucoup de questions. Ça commence d'être, je m'excuse, une blague politique institutionnelle. Un premier ministre nommé, puis il démissionne, puis il vient d'être sollicité encore une fois. Comment est-on arrivé à cette situation de blocage institutionnel aujourd'hui? Je crois que alors, il y a déjà la personnalité d'Emmanuel Macron, qui donc a été réélu une nouvelle fois par défaut, hein, je vous rappelle, face à Marine Le Pen. Les institutions françaises sont très présidentialistes, pour employer un néologisme. C'est-à-dire que ça avait été, je vous rappelle, la Ve République avait été taillée sur mesure pour l'ex-général de Gaulle, devenu président. Et dans un contexte de crise. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment atteint le bout du bout. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Emmanuel Macron a absolument tous les pouvoirs. Il fait à peu près ce qu'il veut, sauf qu'en prononçant l'année dernière la dissolution de l'Assemblée nationale, au moment où personne ne s'y attendait, il a créé une panique institutionnelle, puisqu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne voit pas de majorité absolue se dégager. C'est quand même assez rare d'avoir comme ça des partis politiques, des groupes politiques qui doivent composer, un petit peu comme c'était le cas sous la 4e République, qui doivent composer pour essayer, alors soit de faire chuter le gouvernement, comme ça a été le cas à plusieurs reprises, soit de faire passer des lois ou des réformes. Alors là, on est bloqué parce qu'il y a un jeu de je te tiens, tu me tiens, par la barbichette qui fait qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas avoir de stabilité. Et l'exemple évidemment le plus criant, c'est actuellement que la France n'est pas dotée de budget. Elle n'a pas réussi à se doter d'un budget. Alors on a eu plusieurs phases. On a d'abord eu Bayrou qui a parlé de la dette, qu'il fallait un budget qui résorbe la dette, mais alors évidemment pas sur les personnes les plus aisées, pas sur les fortunes de ce qu'on appelle ici les ultra-riches, avec cette fameuse taxe Zuckman, qui propose de prendre 2% sur le capital et les revenus des ultra-riches, mais de taxer encore plus et toujours les personnes qui sont en bas de l'échelle économique et sociale, c'est-à-dire les retraités, les salariés. Et donc, évidemment, ça a conduit, ces propositions-là ont conduit à une fracture encore plus importante et à ce que Bayrou à ce que Bayrou, en fait, on lui montre la porte de la sortie via l'Assemblée nationale. Et donc là, de nouveau, on se retrouve dans une situation, là, il y a eu Barnier également, Michel Barnier, qui a battu un record de présence courte à Matignon. Et là, on se retrouve avec le Cornu. Alors, non pas le Cornu 1, mais le Cornu 2, puisqu'il est parti, comme vous l'avez précisé, il revient, il repart, puis il revient de nouveau. Donc là, on se retrouve avec un Le Cornu 2, pas plus de solutions institutionnelles. On en est donc aujourd'hui à quelque chose enfin, une situation catastrophique dont seul, et ça j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que je parlais au départ de la Ve République, dont seul Emmanuel Macron est le responsable, et c'est lui seul qui malheureusement pourrait trouver une solution, mais on attend toujours qu'il se prononce sur l'avenir. Quelle est la responsabilité de Ve République dans cette situation, ce blocage politique et institutionnel et moral aussi? Alors, le problème, c'est qu'un certain nombre de partis, alors je pense évidemment aux partis situés à gauche de l'échiquier, réclament depuis toujours, enfin au moins depuis quelques décennies, une 6e République. C'est-à-dire
une république, c'est-à-dire qu'on change d'institution et que cette sixième république soit porteuse d'un certain nombre de progrès sociaux et d'avancées démocratiques, comme par exemple le fait qu'un député, un sénateur, enfin un sénateur c'est un autre mode de vote, mais qu'un député et que le président de la République lui-même puisse rendre des comptes pendant son mandat. Aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes élu soit député, soit président de la République, pendant 5 ans, vous êtes à peu près, alors à moins de braquer la Banque de France, enfin, vous êtes à peu près, et encore, il faut lever l'immunité, vous êtes à peu près certain de rester en poste et de n'avoir aucun compte à rendre. Le problème, c'est que pour changer de constitution en France, il faut à la fois un vote de l'Assemblée nationale, un vote des sénateurs, et surtout, il faut organiser ce qu'on appelle le congrès, c'est-à-dire que l'ensemble des sénateurs et des députés se réunissent à Versailles, dans une espèce de grand-messe comme c'est faire notre pays, notre démocratie, on l'appelle ça monarchique, enfin on l'appelle un peu comme on veut, mais de faire un grand raout à Versailles où les 3/5 des députés et des sénateurs doivent voter pour ce changement de constitution. Sauf que, évidemment, cette constitution, elle a plutôt tendance à les arranger puisqu'ils n'ont pas de compte à rendre. Et donc, le problème qu'on a avec cette 5e République, c'est que les acteurs politiques de premier plan, je pense aux deux chambres plus au président de la République, n'ayant aucun compte à rendre, eh ben, ils se retrouvent dans la situation d'être juge et partie, c'est-à-dire qu'on peut attendre très longtemps avant qu'eux-mêmes se tirent une balle dans le pied, hein, pour parler très simplement, en changeant ce qui les arrange depuis des décennies et qui permet globalement, entre le centre-gauche et le centre-droit, de se partager le pouvoir à chacune des élections. Et là, on atteint évidemment, on atteint le bout du bout, puisque le Rassemblement national est en embuscade et se trouve un tout petit peu si vous voulez, dans la situation de François Mitterrand à la fin des années 80, c'est-à-dire que François Mitterrand subit en 86 une cohabitation avec la droite, se retrouve donc à avoir des pouvoirs plutôt restreints puisque le Premier ministre était de droite, ainsi que le gouvernement, mais il va attendre tranquillement 88, c'est-à-dire l'élection présidentielle d'après, c'était un septennat à l'époque, sans quasiment faire campagne, puisqu'il a laissé la droite s'aborder elle-même pour ensuite arriver tranquillement et gagner l'élection de 88. Et bien là, le Rassemblement national est à peu près dans cette même situation, c'est-à-dire que la crise est tellement profonde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est tellement profonde et tellement grotesque qu'en fait, on se retrouve là aujourd'hui, donc c'est dans 2 ans l'élection présidentielle, sauf qu'évidemment la campagne commence avant, et puis il y a les municipales l'année prochaine qui va donner un peu le là. Aujourd'hui, le Rassemblement national n'a pas besoin de faire campagne, il a juste à observer, à attiser un peu les braises pour espérer remporter la présidentielle d'ici 2 ans. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, profite au Rassemblement national très largement. Mourad, comment vous pouvez nous expliquer l'insistance chez le président Macron de passer par force? D'abord, avec l'utilisation massive du 49 pendant les 5 gouvernements, mais surtout ce refus de cohabitation, ce refus de reconnaissance de la majorité, les tentatives même de division au sein de la majorité en exploitant ce voisinage idéologique et des intérêts pragmatiques entre les macronistes et le Parti socialiste. Et parfois, on a vu les macronistes en flirter avec le Rassemblement national, des intérêts, ils ont pu passer ensemble quelques projets de loi. Ça reflète quoi? C'est institutionnel, c'est personnel, parce que beaucoup des autres observateurs confirment que ça reflète le mépris chez le président Macron, le mépris vers les institutions, vers les autres compositions de la vie politique française. Oui, il jouit, alors, pardon de me répéter, mais grâce aux institutions, et notamment à la Ve République, il jouit d'une
toute puissance. Alors, il a en plus un problème, ça a été soulevé par un certain nombre d'observateurs, pour le coup, avisés. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste. D'autres qui le sont, certains docteurs ont écrit sur un problème d'ego, pour parler simplement, qui frappe notre président de la République, qui se pense réellement. Alors, il se pense doué d'une intelligence absolument phénoménale. Je pense qu'il a un côté manipulateur. Il joue mais c'est pas le premier à faire ça. Sauf que là, on est dans une situation de crise et que ça demanderait de prendre un peu de recul. La décision de toute puissance, évidemment, c'est traduite ou c'est incarné par la dissolution. C'est lui seul qui décide de ça. Alors, il y a tout un cirque avant où il doit consulter le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et ainsi de suite, en l'occurrence la présidente. Sauf que, in fine, il fait ce qu'il veut. C'est pas la consultation, en fait, c'est juste de leur signaler gentiment que je fais ce que je veux et je vais dissoudre. Et ça lui a coûté cher, y compris, ça a coûté très cher à son camp. Et aujourd'hui, si vous regardez la position, par exemple, de Gabriel Attal, qui est son ancien Premier ministre, il est défiant. Il est défiant et très critique à l'égard de Macron. Alors évidemment, c'est une posture de façade puisqu'il a lui aussi des ambitions formidables. Alors quand même, ce parti présidentiel En Marche, depuis le départ, c'est-à-dire depuis 2016, l'année de sa création, il a charrié et il continue de charrier des gens qui se croient réellement au-dessus du lot. C'est-à-dire que, et par leur formation, et par leur niveau d'études, et par leur fortune personnelle très souvent. On a un nombre de millionnaires dans ce gouvernement complètement inédit. Et donc, on imagine bien que quand on possède un patrimoine qui peut aller, je crois, jusqu'à 10 millions d'euros, on ne va pas soi-même prendre des décisions qui vont impacter vos propres finances. Donc, je ne parle même pas des conflits d'intérêts, je ne parle même pas des mises en examen. Donc, on a quelque chose qui ressemble un tout petit peu au radeau de la Méduse. Et qui est vraiment le symbole de En Marche, puis Renaissance, enfin il change de nom tous les matins. C'est une espèce pour moi, une espèce de marque de fabrique qui aboutit à ce résultat. Alors qu'est-ce qui pourrait arriver s'il était un peu raisonnable? Il aurait deux solutions. Soit il nomme, enfin plutôt trois solutions. Soit il nomme un gouvernement, parce que le gouvernement n'est toujours pas constitué à l'heure à laquelle je vous parle, soit il nomme un gouvernement technique, c'est l'idée qui plane en ce moment, c'est-à-dire des gens qui ne soient pas forcément des foudres de guerre politique, engagés avec une ambition personnelle, et ainsi de suite pour la suite des événements, donc avec des techniciens qui mèneraient à, en fait, ce qu'on appelle les affaires courantes, qui géreraient les affaires courantes, et puis surtout qui permettraient de proposer aux parlementaires un budget, puisqu'on a, je crois, jusqu'à lundi prochain, ça va aller très vite en fait, pour boucler un budget et qui puisse être voté. Alors je crois que c'est 70 jours qu'ont les parlementaires pour pouvoir le voter, donc avant le 31 décembre de cette année. Et alors même si on peut techniquement présenter le budget, reconduire le budget de l'année précédente, c'est comme on l'avait fait l'année dernière. Et alors petite parenthèse, je m'adresse à nos amis belges. Quand je pense qu'on s'est moqué d'eux lorsqu'ils n'avaient pas de gouvernement, ça s'appelait No-Gov, on s'était moqué d'eux sur le fait de ne pas être capable de constituer un gouvernement. Là, on est un peu, on a une espèce de karma, puisqu'on se retrouve exactement dans la même situation et pas prêt d'en sortir. Soit ils procèdent, puisque les 12 mois sont passés, il y a un blocage dans la Constitution de la Ve République, il y a un blocage. On peut pas, il faut attendre 1 an avant de pouvoir dissoudre de nouveau. Donc soit il dissout, soit il, et je reprends le départ, c'est-à-dire soit il constitue ce fameux gouvernement technique jusqu'à l'obtention d'un budget, et ensuite, raisonnablement, ce qui n'est pas son cas, visiblement, il démissionne. Mais personne aujourd'hui ne peut l'obliger à démissionner, sauf c'est ce que permet la Constitution quand même, avec des votes c'est très encadré, très protocolaire, il faut que ce soit des votes massifs, mais sauf si, de manière flagrante, le président de la République, l'homme, présente des problèmes, alors soit des troubles psychiatriques profonds, soit je ne sais quoi d'autre, puisqu'en fait ça ne s'est pas produit récemment, mais ça ne s'est jamais produit.
mais quelque chose qui manifestement montre qu'il n'est plus capable d'assurer le pouvoir et que c'est un danger pour les institutions et pour le pays, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc aujourd'hui, il peut rester jusqu'à la fin de son mandat sans avoir le moindre compte à rendre et en faisant passer les pires réformes. Beaucoup des sources proches du macronisme évoquent la responsabilité de l'opposition. L'opposition, d'après eux, ils ont parasité la vie politique, l'ambiance politique, ils ont empêché les gouvernements à faire des restructurations conjoncturelles, économiques, sociales, politiques. Ils ont aussi semé la division au sein des groupes parlementaires et surtout on pointe la responsabilité de la France insoumise. Soi-disant, la France insoumise a intoxiqué la vie politique, a bloqué beaucoup de démarches gouvernementales de restructuration, d'amélioration de la vie politique. Comment vous voyez cette tendance de jeter la responsabilité dans d'autres camps? L'opposition, elle a un peu vocation à s'opposer quand même. Alors, pas s'opposer à n'importe quel prix sans solution. Alors, la France insoumise, je souriais quand vous parliez de la France insoumise parce que la guerre au Liban, c'est la France insoumise. Gaza, c'est la France insoumise. Le 7 octobre, c'est la France insoumise. Enfin, on a du mal à trouver, ce qui n'est pas de la faute de la France insoumise, hein, quand on observe un peu les propos, effectivement, notamment des macronistes. Non, je rappelle, c'est pas si vieux que ça, mais enfin, 2023, puisque c'est un sujet qui est toujours d'actualité. 2023, c'est la grande bataille en France, sans précédent récent. La grande bataille pour sauver les retraites et puis pour maintenir un âge de départ à la retraite raisonnable. Et là, on avait, je crois, si mes souvenirs sont bons, ça devait être 72%, ou on est monté même plus haut que ça, des Français qui soutenaient le mouvement pour les retraites. Je dis bien pour les retraites, hein, parce que leur but à eux, c'est pas pour les retraites, c'est pour s'aborder et sabrer à la fois les conditions de départ, les conditions financières, avec l'espoir évidemment qu'un jour le privé puisse s'emparer de cette fameuse gestion des retraites. Donc ils ont peut-être intérêt à dire que la retraite, elle va mourir si on ne fait pas de réforme. En fait, la réforme, c'est la casse tout simplement du système par répartition, hein, c'est le système auquel nous sommes tous et toutes attachés. Quand on propose ça, il est naturel qu'une opposition de gauche ne soutienne pas et bataille effectivement avec les syndicats et à l'Assemblée nationale, sur les bancs de l'Assemblée nationale et au Sénat, pour empêcher cette réforme des retraites. C'est tout à fait normal, ils sont dans leur rôle. Ça, simplement, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. La Macronie a pour moteur le fait de gérer le pays comme on gère une boîte. Ils ont l'impression d'être à la tête d'une start-up et d'en être le patron et que tout va bien se passer parce que c'est eux qui décident absolument de tout. Bah non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas une boîte, la France. Et donc, dès qu'on s'oppose, ils ont beau jeu de dire que c'est non pas eux qui bloquent le pays. Alors, je crois qu'on vient de voir très clairement que c'est de la Macronie et Macron en particulier qui bloquent le pays et qui le rendent ingouvernable, mais que c'est l'opposition qui ne fait que son rôle d'opposition, avec en plus, je le dis, sur chacun des dossiers, notamment sur l'énergie, sur les institutions, sur le chômage et sur la sécurité, des contre-propositions. Donc non, c'est une analyse biaisée, c'est même, je pense, de la mauvaise foi, voire de la malhonnêteté, que de reprocher à des groupes d'opposition. Mais j'ai presque envie de dire que même si elle a eu besoin de la Macronie pour pouvoir avoir des postes, notamment des postes de ministre à l'intérieur, je pense à Retailleau, la droite, elle aussi, elle joue son rôle. Alors d'opposition, c'est une opposition très relative, la droite, je pense aux Républicains, puisque suivant ce dont ils ont besoin, ils vont faire leurs courses. Ce que j'appelle faire leurs courses, c'est soutenir le gouvernement macroniste. Alors, quand je dis soutenir, ça sous-entend par exemple de ne pas voter une motion de censure. Quand vous ne votez pas une motion de censure, c'est une forme de soutien. C'est ce que fait LR avec beaucoup d'élégance et beaucoup de militantisme. Mais même eux, il leur arrive de s'opposer et jamais il me viendra à l'esprit de dire que la droite, si elle, par exemple, refuse de taxer les ultra-riches, elle est dans son rôle, c'est son taf. Je veux dire, non, laissons les oppositions faire ce pourquoi ils ont été élus et respecter
quand ils le font, leur programme pour lequel ils ont été naturellement élus. Mourad, des autres observateurs aussi évoquent que cette situation de blocage, de fiasco, d'échec reflète une autre situation plus grande. La France n'est qu'une émanation de l'échec, l'absence de gouvernance en Europe. La France, comme des autres pays, entraîne depuis la facture de l'appartenance à cette Europe. Comment vous voyez la situation? Le problème, c'est qu'ils sont tombés, je pense, dans un piège. C'est-à-dire que Macron, lorsqu'il a fait sa première campagne, donc en 2016, a toujours tablé sur l'Europe. Vous savez ce que disait De Gaulle, comme des cabris, là, ils font des sauts en disant l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont laissé entendre, alors parce que Macron avait des ambitions, il a toujours des ambitions européennes. Hein, s'il pouvait devenir président d'une grande Europe, d'un grand continent, je ne sais même pas s'il sera encore satisfait avec ça, mais l'européisme, c'est-à-dire le fait d'imaginer que tout peut venir de l'Europe et que le sauveur suprême, c'est l'Europe, en fait, c'est à double tranchant. C'est pour ça que votre question est intéressante et pertinente, parce que à vouloir faire croire que l'Europe, pendant des décennies, que l'Europe était la solution à tous nos problèmes, je parle des Français, à tous nos problèmes, et arriver aujourd'hui face à un mur avec une Europe qui s'extrême droitise de plus en plus, qui recule sur un certain nombre d'acquis. Je pense notamment aux questions sur l'avortement, sur les LGBTQIA+, sur toute une série de choses qu'on peut voir notamment dans les pays plus à l'Est. Mais tous ces reculs et finalement, pardon d'employer ce terme-là, mais la panade dans laquelle on se trouve, l'Europe ne peut pas être une solution, ne peut rien apporter à la situation actuelle. Et donc d'avoir laissé imaginer que l'Europe serait la solution et qu'il faille tous être européistes au dernier degré, je pense, nous a complètement leurrés. Et donc, puisque ce n'est pas l'Europe qui va trouver la solution à nos maux, MAUX, eh bien, on va la trouver en France. Et aujourd'hui, l'un des partis les mieux placés pour donner l'impression qu'il va, de manière évidemment démagogique et populiste, mais donner l'impression qu'il va trouver des solutions à tous nos problèmes, en pointant évidemment l'immigration comme la solution finale. Enfin, je pense évidemment au Rassemblement national. Hein. Vous imaginez quand même que, alors qu'on cherchait, je ne sais plus, ces 400 milliards d'euros qu'il faille trouver pour gommer une partie importante de la dette, eh bien, eux, ils arrivent encore aujourd'hui, les yeux dans les yeux, à expliquer que l'immigration, alors qu'on sait très bien, toutes les études sérieuses le démontrent, que l'immigration rapporte, pour de raisons simples, c'est que ne serait-ce que sur la TVA, ne serait-ce que parce que par leur travail, par les cotisations, que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Eh bien, eux, ils arrivent à vous expliquer les yeux dans les yeux qu'ils vont réussir à trouver des dizaines de milliards d'euros rien qu'en supprimant des aides sociales, d'ailleurs qui sont un peu fantasmeuses, puisque les aides sociales, il n'y en a finalement pas tant que ça, en supprimant l'aide médicale pour les étrangers, qui empêche, soit dit en passant, qui empêche, si on prend évidemment les maladies à temps, à ce qu'on ait de nouvelles épidémies, puisque si on ne soigne pas les gens, évidemment, on joue avec le feu. Et le conditionnement aux logements sociaux, enfin voilà, ils arrivent encore à vous expliquer en 2025 que les étrangers, ce qui nous rappelle quand même un certain discours d'une certaine époque, que les étrangers sont le principal problème du pays. Donc voilà, je termine juste là-dessus, mais l'équation, elle est là, selon moi. L'Europe ne répond pas aux attentes des Français. Par contre, on a un parti populiste qui, lui, dit qu'il va répondre à tous les maux. Alors, la sécurité, l'emploi, enfin toute une série de choses, alors que quand on regarde dans le détail son programme, on voit bien que c'est un programme foncièrement antisocial. Mais de ça, malheureusement, les électeurs qui disent très peu, voire pas, les programmes et ne regardent pas les votes à l'Assemblée nationale, se laissent malheureusement, en nombre bien trop important, se laissent encore berner. Beaucoup de voix demandent une démission ou une destitution du président de la République au niveau des responsables politiques, mais au niveau de la population aussi et de la société civile. D'après vous, quelle autre issue
possible pour cette situation de blocage et ça ne laisse pas l'image de la France. La France se présente toujours comme la donneuse de leçons au niveau de la démocratie en Afrique, au Moyen-Orient, etc. On a vu comment le président Macron, dans plusieurs déplacements qu'il donne, il essaie de donner des leçons de démocratie, de bonne gouvernance à ses collègues africains et tout. Comment vous voyez l'issue de cette situation de blocage et de chaos politique, moral, éthique et social? Bon, à ce stade-là, vu la situation dans laquelle on se trouve, moi je dis Abdel Djelil président. Hein. Il n'y a plus que cette solution. Il faudra que vous veniez chez nous, vous présenter. Non, le problème de fond, c'est que à l'heure à laquelle je vous parle, donc là nous sommes samedi, à l'heure à laquelle je vous parle, il est absolument impossible de connaître l'issue puisqu'elle dépend d'un seul homme. Et d'un seul homme qui est complètement buté, qui nous fait penser, parce que je ne suis pas tout seul à le penser, qui nous fait penser alors pardon, toute proportion gardée, hein, qui nous fait penser à Hitler en mars-avril 1945, quand il était dans son bunker et qui refusait la défaite, qui refusait de se rendre, qui refusait d'arrêter la guerre et qui finira par se suicider, hein, comme vous le savez. Mais je veux dire, il y a cette... vous pouvez aller voir une image assez récente, on le voit se promener sur les quais avec son grand manteau noir, tout seul, avec 2 gardes du corps. Et vraiment, c'est frappant. On a vraiment, dans une rue déserte, on a vraiment ce sentiment de bunkérisation. Et donc, je suis... comme je le dis souvent, j'apprends à mes enfants à dire je ne sais pas. Donc, je me l'applique moi-même. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, vous avez... vous avez des tautologues, donc les gens qui parlent sur tout et n'importe quoi, qui ne maîtrisent pas du tout les sujets et qui vont venir vous expliquer sur les plateaux télé, voilà ce que va faire Macron. Ah bah non, vous ne savez pas du tout. Et les personnes n'avaient vu revenir le corps nu par la fenêtre. Hein. Donc c'est dans un tel marasme que j'avoue ne pas... La seule solution qui est en même temps dangereuse, ce serait une dissolution. Tous les partis se disent prêts à se lancer dans la campagne. Hein. Le seul danger, évidemment, c'est que ça profite au Rassemblement national ou qu'on revienne à la situation actuelle, c'est-à-dire à un statu quo qui définitivement plomberait complètement, parce que je rappelle qu'ils font 1 an. Donc, ça sous-entend que s'il y a une dissolution aujourd'hui, pendant 1 an, on ne pourra pas de nouveau dissoudre, ou alors s'il attend encore quelques mois, ça va plomber puisqu'il ne peut pas se représenter à la présidentielle de 2027. Comme le dit la Constitution, ça va planter de manière assez magnifique le prochain président. Donc, on restera encore, malgré un vote présidentiel, on pourrait encore rester dans une situation de blocage. Donc, non, on s'en reparlera très rapidement, cher Abdel Djelil, mais là, pour l'instant, je n'ai pas, hélas, nous n'avons pas collectivement de réponse. Merci beaucoup, merci infiniment, camarade Mourad Guichard. Merci à vous. Et à bientôt. Merci beaucoup. À Avec bientôt. plaisir. Merci.